Bien- Bonjour et bienvenue dans Un temps pour naître pour un épisode vraiment super important pour tous les futurs et jeunes parents. On va parler allaitement et portage avec Séverine Martial. Bienvenue Séverine dans le podcast. Bonjour Edwige, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Est-ce que pour introduire notre sujet, tu veux bien nous raconter déjà un peu ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser notamment à cette question de l'allaitement maternel? Ah oui, c'est une grande question. Du coup, moi, je suis infirmière de formation. Donc, j'ai 55 ans, donc ça fait un petit moment que j'ai fait mes études, hein. Donc infirmière de formation et je me suis, tournée au tout départ, sur un tout autre domaine qui était la réanimation, les urgences et cetera. Donc rien ne me prédisposait à l'allaitement et à tomber en amour, sur ce sujet-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, j'ai eu des enfants, et j'en ai eu 4 et donc dès le premier, j'ai commencé à me poser des questions en me disant: tiens, alors déjà, je me suis jamais dit: «Ah, je vais allaiter ou pas allaiter», bon, c'était un peu comme ça, enfin, je crois je me souviens pas m'être, posé cette question-là et donc j'ai allaité et puis ça s'est passé avec, le parcours de beaucoup de mamans, hein, avec, plus ou moins des difficultés et un jour, j'ai une lymphangite, une mastite et le médecin me dit: «Ah ben il faut arrêter, il faut tirer son lait, il faut le jeter, c'est un poison» et cetera. Bon, c'est bizarre, mais après tout, je me dis: «Bon, pourquoi pas? Il sait, hein, lui», donc heu, donc voilà. Et puis, je rencontre une personne, qui était à la Letcheli qui me dit: «Ah, mais pourquoi tu as fait ça? C'est dommage, tu as dû arrêter ton allaitement» parce que forcément mon allaitement, hein, quand on est à 3 mois et qu'on tire le lait et qu'on jette, ça dure pas très longtemps, hein. Et du coup, mon allaitement s'est arrêté. Elle me dit: «Mais c'est trop dommage» et cetera. Et là, j'ai dit: «Ah bon, on peut du allaiter et puis on peut allaiter longtemps?» Et en fait, c'est pas du tout ce que j'avais appris à l'école d'infirmière où la seule chose que j'avais retenue, c'est qu'on risquait de rendre des enfants autistes, sur le sevrage de l'allaitement. Donc autant dire qu'un truc, Waouh, une belle mais je ne croyance, sais plus, fausse j'espère. croyance. Ah ouais, c'est un truc de dingue et en fait, j'ai remonté qu'en effet, en psychiatrie, dans le domaine de la psychiatrie, c'est quelque chose qui est, assez souvent noté comme le sevrage étant un moment, de risque. Donc maintenant, il faut pas inquiéter les mamans, c'est pas du tout vrai en fait, hein, c'était des belles croyances, exactement. Voilà suite à cet allaitement comme ça, je me dis: «Mais enfin, moi, j'ai quand même un rôle à jouer. Je suis infirmière, je suis dans le milieu hospitalier et je vois que, il y a rien qui est fait pour soutenir les mamans, pour dépasser les difficultés qu'on va rencontrer. Les professionnels de santé, même les sages-femmes, n'y connaissent rien. Les médecins non plus. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire dans cette vie pour que les choses changent? En gros, ça en était là. Et donc, j'ai créé un réseau de soutien à l'allaitement maternel pour soutenir les professionnels de santé, c'est-à-dire leur apporter des connaissances, soutenir les parents en proposant des consultations gratuites sur le département de la Loire où j'habite. Et donc, pour ça, j'ai fait appel au ministère de la Santé pour avoir de l'argent et des subventions et j'ai commencé à créer ce réseau. Voilà. Et donc, c'est arrivé un peu comme ça dans ma vie, mais j'ai été tout de suite passionnée parce que passionnée d'apprendre comment le corps il fonctionne et comment tout est fait et toute cette magie qui est fait. Alors, on le connaît aussi de la grossesse, la conception du bébé, etc. Et en fait, toute cette magie, elle se prolonge avec l'allaitement et j'avais besoin d'explorer ça. Et donc, voilà comment je suis arrivée dans ce parcours. Et donc, évidemment, je me suis formée comme consultante en lactation. À ce moment-là, il n'existait rien en France, je suis allée en Suisse. Et c'est aussi là où j'ai découvert le portage qui va être la suite de ma vie derrière, entre l'allaitement, le portage, qui est pour moi un lien très important. Voilà, donc l'allaitement, c'est vraiment quelque chose qui guide encore mon chemin, tellement je trouve ça et passionnant sur tout ce que ça va impliquer derrière, en fait. Voilà. Tout ce qui était c'est pas qu'une petite décision.
c'est quelque chose, c'est un chemin qui va nous construire mère, qui va nous construire la force, qui va, voilà, nous prolonger en fait, nous mettre une certaine puissance. Mmh. Je suis épatée par ton parcours et je suis assez, choquée, oui et non. Mais t'es jeune, enfin, t'es plus jeune que ma maman. Donc ça veut dire que tes enfants ont certainement mon âge, voire sont plus jeunes et on constate que, il y avait vraiment pas d'accompagnement et moi je suis une maman très jeune, j'ai une fille qui a 16 ans. J'ai allaité aussi sans à aucun moment me poser la question en amont, j'ai juste acheté un biberon, une boîte de lait, puis je me suis dit: «On verra bien». J'ai allaité 18 mois, mais c'est vrai que, quand j'ai rencontré des gros questionnements en postpartum immédiat au retour à la maison, j'étais complètement larguée. Hem, eh bien, j'ai appelé, l'hôpital à côté de chez moi, la maternité. On m'a dit: «Non, mais débrouillez-vous», clairement, on me l'a dit comme ça, quoi. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de grosses complications, mais en fait, quand j'entends que les professionnels de santé eux-mêmes, qui sont censés être les référents, en fait, même le diplôme, ou le DU, je sais pas ce que c'est, un consultant en lactation, bah, en fait, il est super récent. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Oui, oui, ça a été, en France, ça a été, ça a commencé, je pense, en 2004-2005, quelque chose comme ça, parce que moi, je me suis formée avant, en France. Et à ce moment-là, moi, quand j'ai fait quand j'ai commencé ce réseau, réellement, les sages-femmes avaient 2 heures, 4 heures sur l'allaitement sur 3 ou sur 4 ans d'études à ce moment-là, c'était. Waouh! Donc, autant dire pas Ouais. grand-chose. Et les médecins avaient à peine 1 heure, qui était dispensée, donc autant dire rien. Voilà. Et avec ça, bah, on voulait que les mamans soient accompagnées. C'est en fait, on se rend compte, de l'histoire de ce qui de l'allaitement. L'allaitement, ça a bien évidemment toujours existé, sinon l'humain ne serait pas là, tout simplement. Et c'est qu'à partir de 1920 que ça a commencé à merdouiller, on va dire ça comme ça. Avec, l'introduction, bah, des biberons de lait pour une raison très simple, c'est que les femmes travaillaient plus, il y avait et qu'on n'a pas pu faire trop autrement. Et puis comme ils ont vu que ça faisait mourir des enfants, hein, de donner du lait, de vache, de chèvre, peu importe, voilà, c'était vraiment, il y avait, trop de mortalité, et il y avait un problème d'hygiène également. Et du coup, on a commencé à inventer de la poudre qui allait substituer le lait maternel. Et après, beh, il fallait vendre cette poudre et il fallait gagner de l'argent. Et donc, on a désappris le geste de l'allaitement. Et maintenant, bah, nous sommes en train de faire l'inverse, à réapprendre aux femmes à allaiter. Euh, et c'est pas si facile. C'est pas si facile de réapprendre parce que des idées, on nous a tous mis des idées dans la tête, hein, ton lait il est pas bon, pas assez nourrissant et cetera. Mais tout ça, ça s'est construit en fait au fil des années. Et maintenant, moi j'ai quand même tendance à dire, on peut peut-être un peu plus faire confiance aux professionnels de santé sur l'allaitement, mais pas toujours. Mmh. Oui. Il faut toujours quand même, voilà, c'est être renseigné aussi par soi-même parce que, des fois on peut bien super bien tomber et puis des gens vraiment, qui vont accompagner. Puis des fois, il faut juste se rappeler quand même que chaque femme choisit à un moment donné, si elle devient mère, si elle veut allaiter ou pas, et qu'elle soit professionnelle de santé ou pas. Mmh. Ça veut dire que du coup, chaque professionnel de santé va avoir à faire un choix sur cet allaitement. Et donc, quand on n'a pas choisi d'allaiter, qu'on accompagne des gens qui allaitent, qu'est-ce qui se passe? On peut se poser quand même cette question. Mmh. Voilà. OK. Mais je pense que c'est de façon plus large en tant qu'accompagnante aussi, c'est un ce que tu dis là, ça fait sens pour l'allaitement, pour l'accouchement, pour, en fait, tout ce qui concerne les grandes étapes physiologiques qu'on a bien beaucoup transformées pour plein de raisons, politiques, sociales, depuis un siècle environ et c'est vrai qu'on est beaucoup dépossédés de ce que notre corps est capable, voilà, depuis la nuit des temps et c'est pas facile aujourd'hui de trouver son petit bonhomme de chemin entre, une vision très médicalisée et très, dépossédante, «Non, ton lait n'est pas bon, tu n'es pas capable», en fait, hein et un message, Mmh. hyper physiologique et trouver son voilà, sa voie là-dedans. Encore faut-il être au courant de comment ça se passe réellement et voilà, je c'est mon créneau à à moi, en tout cas, dans le podcast et dans les accompagnements, donc je te rejoins complètement. Hem,
faut quand même qu'on parle de quelque chose. Tu pas restée complètement, soignante, tu as fondé, une entreprise. Tu veux nous en parler un petit peu? Alors en fait, ça s'est passé d'une manière très, très naturelle. Moi, quand j'ai fait, voilà, passionnée de l'allaitement, je fais ce réseau, je fais des consultations d'allaitement. Mes consultations d'allaitement sont blindées, j'arrive plus à rentrer à suffisamment de monde, donc je me dis: «Bon, il faut trouver une autre solution» parce que, les mamans venaient chercher un soutien. Venaient se réassurer. Elles venaient pas forcément, elles n'avaient pas de problème d'allaitement, mais elles venaient simplement parce que du coup, bah, c'était un peu, le seul endroit où elles pouvaient se soutenir. Je me suis dit: «Bon, on va faire autrement, on va les mettre ensemble» et donc je crée une association de soutien à la parentalité à ce moment-là. Et donc, je les réunis pour des cours de massage, de portage, du chant, vraiment des moments où on passait du temps ensemble et où en fait elles se soutenaient les unes les autres. Et ce qui fait que ça désengorgeait mes consultations. C'était très très, c'est très stratégique, hein, mais ça désengorgeait mes consultations et tout en même temps qu'elles finalement elles se conseillaient elles-mêmes, elles se soutenaient et elles avaient plus forcément besoin de moi. Elles avaient besoin de moi que dans des problèmes. Et c'est de là où je me suis dit: «Bah, tiens, c'est super aussi on est dans une, région de tissage, ça serait cool de faire nos propres écharpes de portage». Parce que j'avais découvert le portage en Suisse, j'avais été, là aussi, je me suis dit: «Ah, mais c'est trop bien ça!» parce que j'avais déjà, 2 enfants à ce moment-là. Donc voilà. Et donc j'ai commencé à aller voir un tisseur et j'ai créé, des écharpes de portage au départ, des slings, des écharpes de portage et pour pouvoir, vraiment continuer à soutenir l'allaitement et parce que c'est un outil pour moi indispensable, à la parentalité. C'est pas, que à l'allaitement, à la parentalité en général. Et donc bah, après, je me suis pris au jeu aussi de cette entreprise, qui fait aussi des soins, pour les bébés à base de plantes. Et voilà, donc je suis devenue aussi, la fondatrice et la dirigeante de Néobule. Mais j'ai continué pendant de très nombreuses années encore, la consultation d'allaitement puisque j'ai continué pendant 10 ans, après le départ de Néobule à continuer mes consultations. Mmh. Voilà, donc là maintenant, je les ai un petit peu, forcément on peut pas tout faire, hein. Il y a un moment, on choisit un peu les choses, mais le réseau de santé existe toujours, le réseau de soutien à l'allaitement maternel existe toujours, sur notre département et donc moi j'ai continué, l'entreprise. Waouh! Quel parcours et tu es maman aussi, hein, de 4 enfants, je crois, c'est ce que Oui, tu as pu, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, 4 enfants waouh, quelle et on énergie! on peut tous on peut tout faire, parce que je suis portée par quelque chose. Je suis portée, par vraiment, cette parentalité naturelle, le départ, c'est la grossesse, c'est l'accouchement naturel, c'est l'allaitement, c'est d'être, d'élever bien haut ce petit bébé qu'on va choyer pour en faire un adulte, bien dans ses baskets. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que j'ai pas eu ça comme parcours enfant et je pense que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime et voilà, donc ma mission de vie, elle est comme ça. Elle est d'essayer de démocratiser tout ça, d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice comme toi, Edwige, sur le travail que tu fais aussi, c'est exactement, voilà, on est des passionnés et la passion, elle apporte beaucoup d'énergie, hein, en général. Oui, oui, je suis bien d'accord et je trouve ça vraiment, chouette que derrière, Néobulle qui est une marque, il y ait aussi toute cette, flamme derrière et que, le l'idée de créer ces écharpes, elles soient en continuité. Alors justement, j'aimerais bien t'interroger, je ne sais plus si c'est, pendant notre petit brief avant l'épisode ou au début de l'épisode, mais à un moment tu as dit que, l'allaitement va, je crois que c'est avant. Le fait d'allaiter, c'est pas juste un choix, ça va changer notre façon d'être mère. Est-ce que tu veux bien, expliquer un peu ça? En fait, l'allaitement, ça va, mettre en œuvre des hormones, qui vont
augmenter, j'allais dire, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, qui vont intuitivement ou naturellement, augmenter l'attachement à ce bébé et et à la responsabilité, qu'on va avoir de ce petit être, tout nouveau. Et ces hormones donc qui sont, notamment la prolactine, va faire, ce lien, continu qui va grossir, chaque jour un petit peu plus pour se sentir mère. On devient plus facilement mère quand on allait, malgré que ça soit plus difficile parce qu'on allait et que du coup c'est plus difficile d'allaiter parce qu'on est en jeu personnellement, physiquement, mentalement, on a tout ça. Mais d'un autre côté, les hormones nous aident à trouver les réponses à plein de choses. Et c'est pour ça aussi des fois qu'on pleure un petit peu plus parce qu'on est un petit peu plus perdu, on est plus en jeu en fait. Voilà. L'allaitement nous apporte ça, c'est-à-dire qu'on est plus on est plus mobilisé. C'est pas peut-être le mot mobilisé, je veux pas, que ça soit interprété comme, dénigrant les mamans qui allaitent pas. Pas du tout, parce que je vais vous dire aussi autre chose. On ne choisit pas d'allaiter. C'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est une histoire. C'est une histoire de nous enfants, de nous bébés. C'est une histoire d'une famille et ce n'est pas on ne dit pas, hem je veux allaiter ou je veux pas allaiter comme un choix conscient. C'est un choix en partie inconscient. C'est une continuité de famille ou ça l'est pas. Mmh. Et du coup, il faut pas être, j'allais dire, il y a pas de culpabilisation à avoir. Il y a, heu, on peut choisir d'allaiter, de pas allaiter par exemple, les 2 premiers enfants, d'allaiter le troisième parce qu'on a vu qu'on pouvait devenir maman, ça s'est bien passé et on peut passer à une autre étape. Parce que dans sa famille, on n'a jamais allaité avant et que on voit pas comment on va pouvoir faire. Enfin, il y a tout ça, il y a toute cette histoire à prendre en compte et que globalement, allaiter ou pas, ce n'est pas vraiment un choix conscient. Et ça, c'est les mamans, il faut qu'elles le comprennent parce que, il vaut bien mieux, moi je suis pas là à convaincre les mamans d'allaiter, pas du tout, parce que je trouve que déjà, celles qui allaitent, il faut déjà savoir les accompagner comme il faut, sans avoir à les convaincre les mamans d'allaiter parce que, on a déjà beaucoup de travail à soutenir les mamans qui sont sur ce chemin de l'allaitement. Et que donc c'est pas la peine d'aller faire un chemin de croix là-dessus sur, le fait de convaincre, voilà. Et donc c'est sûr que, on ne met pas en jeu la même chose quand on allait ou quand on n'allaite pas dans la relation avec son enfant. Il y a quelque chose de très, très, très naturel et très intuitif qui va se tisser, mais aussi qui est peut-être des fois plus inquiétant, Mmh. plus stressant, plus pressurisant. Ah ouais. Oh là là, mais ça me parle tellement ce que tu peux évoquer. Et je c'est vrai que les sujets autour du maternage sont à la fois clivants, très émotionnels, donc c'est intéressant, hein, ton point de vue, que je partage complètement aussi. Je suis pas du tout sur un chemin de croisade, mais je trouve que c'est important de comprendre aussi, même avant d'y aller, bah, qu'on n'est pas complètement libre de notre choix. On a tout notre background Non. derrière qui vient nous guider, de façon un peu inconsciente et que, ben, oui, ça va. Je sens dans mes cellules ce que tu es en train de dire. Pour avoir eu 3 enfants et attendre mon quatrième, ma deuxième je l'ai allaitée 2 mois et ma dernière, je l'ai allaitée 3 ans. Je vois absolument la différence dans ma façon d'être maman. Ça veut pas dire que j'aime plus une que l'autre, pas du tout, mais mon implication, physiologique, même dans la chimie cérébrale est très différente, donc je trouve ça génial parce que j'en avais même pas conscience comme ça, tu vois? Donc c'est un point de vue, vraiment, lucide, je pense aussi sur ce que ça implique et bah, du coup, cette question d'être en jeu, il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement avec la prolactine, ouais, c'est totalement limpide. Hem, à ton sens aujourd'hui j'ai préparé des questions en amont, mais je crois que je vais les faire un peu évoluer en fonction, de tout ce que tu apportes. Toi qui accompagnes depuis, bah, un peu
plus de 20 ans maintenant, hein, l'allaitement maternel. Comment tu vois évoluer, la façon dont les femmes abordent l'allaitement avant d'y être ou au début qu'elles se lancent? Est-ce que tu vois une évolution, sur ces années? Alors, ce que je vois un peu comme évolution, c'est, que l'allaitement est des fois un peu plus choisi. Enfin, en tout cas, il est beaucoup plus, on dit pas on dit moins: «Oh, je vais peut-être essayer», voilà, il est plus: «Ah si, si, moi je veux allaiter, j'espère que je vais y arriver». Donc, il y a l'idée de se renseigner, il y a l'idée de voir que le parcours il est pas si simple et tout ça. Donc, ça a changé parce que, moi avant c'était plutôt, bah, j'essayerais parce qu'il y avait tellement d'échecs, il y avait, un score, qui était catastrophique d'allaitement et un arrêt, à moins de 3 semaines qui était énorme. Donc, du coup, il y a plus d'engagement, en fait, dans l'allaitement. Il y a plus de renseignements, il y a plus accès à toutes les, voilà, comme des podcasts, des livres. Il y a vraiment, un accès à la culture allaitement, donc, ça, c'est aussi très chouette. Ce qui manque toujours, je crois, c'est le soutien. C'est-à-dire que, entre c'est pas entre ce qu'on a ingurgité, ce qu'on pense qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place et cetera, oui, et puis il y a la réalité. Il y a la réalité de ce bébé qui est là, qui demande, 10, 12, 15 fois par jour, qui met en, un peu en défaut, enfin, en difficulté, une maman qui dit: «Mais est-ce que mon lait finalement, moi, ma mère, elle m'avait dit, son lait, il était pas bon, moi, je sais que c'est pas vraiment une réalité, mais est-ce que c'est quand même pas vraiment un peu ça?» Et tout ça, en fait, va après, être questionnant et ce soutien, finalement, il y a 20 ans, il y en avait besoin. Maintenant, il y en a toujours autant besoin, mais parce que nous avons besoin, en tant que mères, d'être ensemble, de se rassurer ensemble pour pouvoir, et ben, passer ces étapes de vie qui sont pas rien, quoi. Et du coup, maintenant, bah, on a quand même beaucoup d'éloignement familial, des ou des mamans qui n'ont pas allaité parce que c'était voilà, je vous ai dit, hein, moi, c'était il y avait des scores catastrophiques, hein. On était à peine à 40 d'allaitement et je pense, 20 à 3 semaines, hein, donc voilà, c'était vraiment pas terrible. Donc là, on a quand même un peu augmenté. Donc ces mamans, qui sont devenues grand-mères, eh bah, est-ce qu'elles peuvent soutenir? Pas toujours non plus. Elles sont loin, il y a beaucoup d'isolement, Complètement. et ça voilà, Ouais, ouais. ça c'est vraiment quelque chose qui manque encore et qui n'a pas vraiment changé et je trouvais que on fait pas beaucoup d'efforts, en toi, dans notre politique sociale. Alors j'avais beaucoup d'espoir avec, les 1000 premiers jours. Je me suis dit: «Oh super, il va y avoir des choses, plein de choses qui vont se créer». Bon, bah, globalement, c'est soumis à des budgets, hein, donc il y a des maisons 1000 premiers jours. Je crois qu'on n'est pas encore, enfin, le covid est passé aussi par là, ce qui fait qu'on a du mal à sortir de chez soi et du coup, il y a beaucoup d'isolement. Voilà, Mmh. ça n'a pas beaucoup évolué pour le coup. Mmh. Ouais, ouais, je te rejoins, à 2000. On a plus accès à de l'information, des connaissances, qui est très bien, mais le soutien, en profondeur, hein, j'aurais envie de dire, et moi, j'ai comme l'impression qu'il va falloir attendre, 2 générations de restauration de la physiologie, des connaissances et du vécu physiologique pour pouvoir, savoir ce que c'est dans ces cellules aussi quelque part, et dans la société, ce que c'est que d'allaiter et de restaurer ces questions-là pour pouvoir, avec le temps, rétablir un vrai choix pour, les mamans et un vrai accompagnement. Même si, c'est mon métier, ça reste, ponctuel, hein, un accompagnement périnatal, ça reste payant, donc on n'est pas encore sur, une globalisation, hein, de ces pratiques de soutien. Oui et c'est vrai que, j'ai appris récemment qu'aux États-Unis, alors qu'ils ont vraiment un système, de santé très, très, très différent, mais donc qui marche avec des assurances, privées, les doulas étaient remboursées. Hein, donc les doulas, accompagnantes, périnatales, sont remboursées, sont pris en charge et cetera et qu'il y a un vrai, intérêt
vrai intérêt et d'ailleurs s'ils font, c'est pour rien. Les assurances, il faut toujours que ça rapporte et en fait, derrière, il y a quand même, un intérêt parce qu'on a en jeu 2 santés, hein, la maman, le bébé, le couple aussi parce que du coup, tu en parles très bien dans tes podcasts, le couple peut être aussi mis à mal à l'arrivée de l'enfant et donc, quand on a quelqu'un qui va aussi, accompagner, ce changement au niveau au niveau émotionnel, au niveau, voilà, au niveau même organisationnel et cetera, je pense que ça peut, voilà, ça peut aider puisqu'avant, c'était, la cousine, la grand-mère, on vivait tous ensemble, on était dans un village, on se soutenait et maintenant on n'a pas plus ça et finalement on n'a rien retrouvé d'autre que le côté médical. Or le côté médical ne sont pas là pour ça, ils sont là pour la santé et ils sont pas là, très peu là pour le soutien, et l'accompagnement émotionnel de ces phases-là, de devenir maman, papa, coparents, Oui, bon, c'est l'essence même de mon j'allais dire de mon travail, mais de toute mon initiative, hein, donc je te rejoins à 1000 mais très intéressant de le cibler autour de l'allaitement, et des besoins de l'allaitement. Alors justement, à ce sujet, est-ce que tu pourrais, nous dire, hem, à ton avis, quels sont les mythes qui perdurent autour de l'allaitement? Toi qui accompagnes depuis, alors à l'échelle de l'humanité, c'est très court, mais 20 ans, tu as vu une progression. Quels étaient les mythes qui étaient bien incrustés, qui commencent à se déliter un peu et quels sont ceux qu'on a toujours dans les dents, quoi? Alors, j'allais dire, ça dépend vraiment de la culture de la de des parents, mais j'entends encore, l'allaitement à la demande toutes les 3 heures, hein, alors que l'allaitement à la demande, c'est pas toutes les 3 heures, c'est donc à la Oui, demande. c'est un pléonasme. Heu, voilà, donc ça, je l'entends encore, parce que c'est véhiculé par les professionnels de santé aussi, donc du coup, il faut du temps, en fait, hein, intégrer petit à petit et il faut que des mamans, soient en échec, dans leur allaitement, qu'elles commencent à se renseigner pour qu'elles comprennent que, voilà, que le médecin, des fois, il dit des bêtises. On peut avoir aussi l'histoire de la richesse du lait. Franchement, ça arrive encore régulièrement en disant: «Ouais, mais peut-être, mon lait, il est pas très bon, je suis très fatiguée, mon lait il contient pas ce qu'il faut». On a aussi cette peur encore de ce lait, qui pourrait être, pas bon. Alors, je lève tout de suite les choses, hein, en disant que le lait, il est constitué de tout ce qu'il faut quand il faut, selon l'âge de l'enfant, selon, voilà, il est, selon si c'est le matin, le soir, si c'est le début de tétée, fin de tétée, et il faut vraiment qu'une maman soit en famine, hein, je parle de pour avoir une modification du lait. Donc, c'est-à-dire que le lait, il est constant selon, les femmes, selon leur culture, selon tout ça, mais il est toujours constant, il est toujours bon. Ça va aller puiser dans notre des fois dans notre organisme, mais le lait du bébé qu'il va recevoir, il sera toujours le meilleur. Voilà, Mmh. donc ça, c'est aussi, mais c'est une des choses qui passe et puis on part, aussi dans les mythes, j'allais dire, il y a aussi l'histoire de la place du coparent. Oui, mais papa, il pourra pas donner de biberon. Alors j'ai souvent ça plus pour les papas que les coparents de maman, par exemple, hein. Ah. On est plus sur le même sujet. Mais, il pourra pas prendre sa place parce qu'il pourra pas donner de biberon. Alors, on en donne un par jour, par exemple. Et ça, c'est là aussi dommageable. C'est-à-dire que de se rendre compte que moi, je leur dis souvent: est-ce qu'il a porté l'enfant pendant la grossesse? Il a eu un utérus? On lui a fait un qu'est-ce qui se enfin, je veux dire, voilà, chaque place, chaque personne a une place Mmh. et on n'a pas besoin de se substituer. Un biberon, c'est un vulgaire substitut d'un sein qui donne du lait et on n'a pas besoin de se substituer, sauf quand on en a besoin parce que ou quand on l'a choisi. Mais la place, elle se prend de manière différente et la place du papa notamment, elle est vraiment dans le soutien, dans l'accompagnement, dans le réassurance. Combien on a de mamans qui disent en fait, elles viennent pour, sûrement auprès de toi ou de moi, juste pour être rassurées
Mon bébé il pleure, c'est que je dois plus avoir assez de lait, puis en ce moment c'est dur, et cetera. Et là, si on a un papa qui dit: «Ouais, écoute, arrête parce que tu fais que pleurer, tu vois bien c'est trop dur, et en fait, ça marche pas, peut-être qu'on va prendre le biberon, ça passera mieux», et cetera. Bah, si on a un papa qui fait ça, forcément la maman alors là, elle perd ses moyens direct. Alors qu'en fait, elle attend juste de dire: «Mais non ma chérie, tu sais bien que c'est une petite phase, c'est comme ça, heu, tu te souviens, on l'a lu déjà pendant la grossesse, qu'on avait des phases où on se sentait fatigué, on se sentait prête à craquer, mais que c'est normal, le bébé il demande plus pour avoir plus de lait après», et le papa, il est là pour, au contraire, apporter de la rationalisation. Une maman qui allait, elle n'est pas très rationnelle. Elle est dans son émotion, elle est dans ses hormones, elle est, et du coup, un petit problème comme ça, sur une nuit difficile, elle en fait un Une montagne. un énorme truc, et du coup, un papa, il a besoin juste de dire: «Allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je te fais? Je te fais un petit massage, un petit thé, raconte-moi ce qui te pose problème, et tu verras demain, ça ira mieux». Il y a besoin de ça. Waouh, c'est J'ai dû mmh. dériver sur le mythe là, Non, mais c'est très tu vois intéressant. Hein, je te laisse continuer sur les mythes, mais je garde un petit pop-up sur le coparent parce que j'ai d'autres choses à te demander. voilà, et puis sur les mythes aussi, on a la taille de la poitrine. Ah, Parce que voilà, qui va mettre en doute un petit peu les mamans, en se disant: «Ah, mais est-ce que je vais pouvoir assez allaiter?» ou est-ce que voilà, les mamans qui ont des petits seins, heu, ont encore, cette problématique parce que c'est un regard qui est renvoyé par les autres, hein. ah ouais, elles peuvent entendre, ouais, ouais, OK. Non, je confirme, hein, qu'avec Je sais mon pas tout si toi tu as petit d'autres, B. si tu as d'autres, si tu as d'autres, d'autres mythes, toi, qui te viennent comme ça? Ah bah, c'est que, allaitement égale épuisement, égale burn-out, égale, dépression, égale, juste je vais rentrer mon chat parce qu'il miaule et j'ai peur que ça interfère en permanence. C'est une Bon, je sais pas où il est, c'est pas grave. Mais ouais, c'est vraiment souvent les femmes me disent je crois que j'aimerais bien allaiter, mais quand je vois mes copines qui allaitent versus celles qui allaitent pas, le bébé fait ses nuits, dans quoi je vais m'embarquer? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que, c'est essentiel le rôle du coparent pour le coup. Parce qu'il est vrai, de toute façon, quand on a notre corps qui est baigné d'hormones, parce que les bébés qui soient allaités ou non allaités, sur l'histoire des nuits, c'est vraiment très, très dépendant aussi des enfants, hein. Je crois qu'il faut surtout se rassurer avec ça. Par contre, bah, c'est la différence, c'est qu'on est en jeu, et que cette responsabilité qu'on a en tant que maman d'être le tout de son bébé. C'est-à-dire qu'on n'est pas que en responsabilité qu'il lui arrive rien. On est là pour le faire manger. Si nous, on le nourrit pas, ça va, voilà, c'est une responsabilité qui est énorme, en fait, et on passe de une maman qui a la responsabilité, d'elle-même avec plus ou moins d'insouciance selon son âge, à une responsabilité de l'autre dans une dimension énorme. Et du coup, ça fatigue beaucoup, et c'est pour ça qu'on en revient avec l'histoire du soutien, parce qu'une maman qui est soutenue, qui régulièrement, moi, elle venait en consultation, mais c'était assez fou. Elle disait: «J'arrive, j'ai pas de lait, je ressors, j'ai du lait». Oui, bah, j'avais rien fait. Elles avaient juste pris du soutien, de l'écoute, de la réassurance: «Mais si, c'est normal ce qui t'arrive», et cetera, et voilà, et on repart et on est de nouveau apte à tenir notre semaine ou 15 jours, et c'est en ça où si on réhabiliterait beaucoup plus de soutien, et de soutien mère à mère, je pense que les choses iraient bien, bien, bien mieux, et puis le papa a son rôle à jouer, hein, ça c'est clair.
Bah, justement, Voilà là, donc tu fais fuser plein de choses dans ma tête, mais en fait, je suis en train de me dire: l'allaitement et la solitude ne font pas bon ménage, ils ne sont pas compatibles. Il y a quelque chose dans nos gènes qui fait qu'on est des êtres grégaires, des êtres, de reliance et que être relié aussi fort à un petit être, au point de garantir sa survie, et soi-même, ne plus avoir de survie, j'allais dire sociale, mais presque co-maternelle, bah, c'est un grand danger et on reporte tout sur le oui. couple. C'est comme si du coup dans le couple, il devait y avoir une égalité, alors que c'est plutôt une sorte de complémentarité dont on a besoin. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Ouais. Mais c'est sûr, et en fait, le problème de se renfermer, sur le couple, c'est qu'on va faire peser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, avec, on n'a pas tout le père, il est pas baigné d'hormones, hein, ou la deuxième maman, elle est pas baignée d'hormones, hein. C'est-à-dire que du coup, beh, il va y avoir quelque chose qui va se distordre et on fait tout peser, dans là-dedans puisque, par exemple, maintenant, bah, on a augmenté les congés paternité, ce qui est parfait, ce qui est très bien. Mais du coup, il y a une espèce de cloche qui se met dans le couple avec, vraiment, quelque chose, où ils se suffisent à eux-mêmes et c'est hyper dangereux parce que du coup, bah, quand, ça roule, c'est peut-être bien, mais quand ça roule pas, ben, en fait, c'est une cocotte minute avec, un paquet de j'allais dire d'inquiétudes et puis on veut pas inquiéter trop l'autre, donc on dit pas tout, on en garde pour soi, puis à un moment donné ça ressort, enfin, moi je trouve que, l'isolement est un le mot du siècle, hein, enfin j'allais dire, on est isolé et en même temps on se croit, très accompagné par les réseaux sociaux. On a des tonnes d'amis, machin, tout ça, mais en fait, dans la réalité, on est très, très, très isolé et la maternité, en général, ne colle pas avec l'isolement. Tu as totalement raison, de le repréciser. On a besoin, heu, d'être d'être avec des mères. Mmh. On n'a pas besoin d'être avec des copines qui, vivent leur meilleure vie voilà, parce qu'elles sont pas dans le même moment que nous. On a besoin d'être avec des mères, même si on les connaissait pas avant, on a besoin d'être en lien avec des personnes qui vivent la même chose que nous, le même bouleversement hormonal, émotionnel, organisationnel, social et cetera. Parce que du coup, on a besoin d'être compris. On a posé la maternité et la parentalité comme une option. Ça fait pas partie de la vie, en fait. D'ailleurs, on le voit, les enfants sont pas intégrés dans la vie, dans notre pays, en tout cas, hein, dans la vie, sociale, générale. Ils sont à part, et en fait, c'est pareil. Hop, on a, cette cloche, autour de la maternité, la parentalité, bon, bah, qui finalement regarde que le couple. Bah, non, en fait, c'est toute une, il devrait y avoir, vraiment, c'est pour ça une politique sociale, beaucoup plus intégrante en tout cas, sur cette partie-là parce que c'est ce qui pose problème là actuellement. On a beaucoup de dépression du postpartum avec une augmentation très, très, très inquiétante. Heu, mais en fait, c'est simplement qu'on ne peut pas gérer l'arrivée d'un bébé seul. Mmh. C'est impossible. C'est pas fait pour. Ouais, on n'est pas faite pour. On a besoin d'aide et comme en plus, par exemple, maintenant, on a aussi une distorsion entre avec les grands-parents qui, eux, du coup: «Ah oui, mais mon temps, on faisait pas ça, on mettait des fessées, mais c'était pas grave, on n'allaitait pas forcément, enfin voilà, on faisait dormir l'enfant plus loin pour pas qu'on l'entende». Bon, et bien, du coup, les jeunes mamans, elles ont pas, elles vont pas spontanément aller voir, leur mère peut-être pour, avoir des conseils parce qu'elles savent qu'en plus de ça, ce sera complètement différent de ce qu'elles ont envie de mettre en place et donc du coup, bah, finalement, on va voir qui, quoi?
Alors on peut aller voir, la sage-femme parce que c'est remboursé, mais il y a une consultation et ça sert pas à ça, une sage-femme. On va aller voir l'accompagnante périnatale, mais c'est pas remboursé, donc il faut qu'on ait les moyens et il faut qu'on se soit donné les moyens pour avoir ça. Et après, il n'existe plus, comme moi j'avais là, c'est des associations, de soutien à la parentalité où on se regroupait tous. Ben, il y en a pas des masses, hein. Il y en a pas des masses, elles se mettent en place, elles disparaissent parce que du coup Oui. les mamans, elles doivent reprendre le travail. Moi j'étais à un moment où le travail, on avait plus de congés parental, ça durait plus longtemps, et donc voilà, tout ça en tout cas, c'est une vraie problématique de la société. Ouais, c'est hyper inspirant. Je vais pas rebondir parce que j'aurais un milliard de choses. Ça fuse là dans ma tête, mais je crois que ça va faire écho à beaucoup, beaucoup de personnes. Autant sur la question de l'allaitement que de la parentalité, que du couple en lui-même. Là, tu vois, dans ce que tu dis, je suis en train de réaliser que juste la question du couple, le fait d'être très enfermé dans son couple va créer, comme tu dis, une cocotte minute qui va rendre la relation plus toxique que si on a de l'espace autour et d'autres liens pour, se nourrir soi-même et c'est, merci. Merci pour, Oui, oui, on l'a vu, on le voit d'ailleurs, quand on le prend dans d'autres pays, où, les couples se retrouvent avec d'autres couples pour parler. C'est totalement différent. C'est totalement différent parce qu'en fait, on va exprimer des choses soi-même, ou d'autres couples et qui vont faire écho et du coup, ça va pouvoir délier et en fait, des fois, c'est des toutes petites incompréhensions qui vont faire explosion si on est tout seul et qui vont au contraire pouvoir nourrir notre réflexion et amener du changement quand on, on le discute avec d'autres. merci pour ça. Alors j'aimerais qu'on aille un poil plus loin concernant le coparent. Hier, j'étais en séance avec une jeune maman qui a un petit garçon de 8 mois, elle allaite, c'est son deuxième enfant, mais c'est son premier allaitement et dans le couple, ils sont très perdus et c'est assez iconique de ce que je peux rencontrer, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Le papa, on sent qu'il a du mal avec la question de l'allaitement. Il voit bien que sa femme est beaucoup plus mammifère que pour le premier enfant. Mhm. Il va être un peu contrôlant, il va essayer de rationaliser quand la maman n'en a pas besoin finalement ou de un peu décrédibiliser l'allaitement. La maman se sent pas trop soutenue et en même temps, elle voit bien le décalage entre les 2, mais ils ont du mal à trouver chacun leur place dans le couple finalement. C'est comme si, c'était un mauvais moment à passer, tu vois? Qu'est-ce que toi, tu pourrais partager aux coparents pour qu'ils puissent, avancer là-dessus? Si c'est pas une place égale, c'est quoi sa place? C'est justement que, en fait, le problème, c'est qu'il ne trouve pas sa place hors des schémas qu'il a toujours peut-être vus et qu'il a aussi expérimenté avec le premier enfant. Très souvent, en fait, quand il y a eu un premier enfant non allaité, le papa a eu une autre place plus maternante, Mmh. plus, voilà, dans le geste de nourrissage notamment et qui a créé du lien, qui a créé un lien très particulier. Alors que quand une maman allaite, ce lien, il est essentiellement créé par la maman, parce que c'est elle qui nourrit, hein. Mais on a le lien qui peut, pour moi, être créé différemment, c'est par rapport au portage. Un bébé qui est porté, c'est-à-dire où on va avoir de la proximité physique. Hein, c'est pas parce que la proximité, elle peut être que dans la tête, mais on aime ce bébé, on gazouille avec, et cetera. Il y a la proximité physique, la peau contre la peau. C'est ce qui se passe quand on donne le biberon à un bébé ou quand on l'allaite. On a la peau contre la peau, on a le regard qui est plongé ensemble, on a quelque chose qui une petite bulle qui se fait autour de nous. Avec le portage, c'est exactement la même chose et moi, j'encourage tous les papas à porter très, très vite leur bébé. Bien sûr en peau à peau au tout départ, et en fait, que ça soit un peu un j'allais dire un rituel entre eux. Parce que le portage, ça va, là aussi, heu, mettre en jeu des hormones qui vont permettre un attachement sécure. Et si on a ça qui se fait, en fait, on est comme la maman, c'est-à-dire ça devient naturel, ça devient pas quelque chose qui est intellectualisé et, heu
j'allais dire, remis derrière, avec, «Il faut faire ci, il faut faire ça» et cetera. Là, ça se vient du cœur et ce papa, en fait, c'est juste qu'il trouve pas sa place. Et que finalement le bébé, il est encore très, bah, comme tous les bébés allaités, il est très maman parce que du coup, c'est son repère. C'est son repère de nourrissage, c'est son repère de câlin, c'est son repère d'endormissement peut-être, c'est son repère pour tout. Le corps de la mère est le repère pour beaucoup de choses et peut-être que le corps du père peut devenir un repère aussi. Mais faut-il pouvoir encourager cette relation et qu'est-ce qui empêche un papa qui rentre du travail de prendre le porte-bébé et de porter son bébé contre lui et de voilà, plus ça va aller, plus il va, mettre du jeu en même temps et cetera. Mais, il y a quelque chose de très charnel qu'on oublie parfois et qui, va peut-être, pèse peut-être un peu à ce papa-là qui lui l'avait trouvé au premier bébé quoi, en fait. Il y a peut-être de ça, mais en tout cas, je vais faire écouter à mon mari, cette séquence que tu viens de me partager parce que c'est aussi une vraie question dans notre projet parental. C'est mon premier enfant avec mon mari qui n'a jamais connu l'allaitement, il n'a jamais eu de représentation d'allaitement. Il ne connaît absolument pas et jusque-là, il était très fier de dire: «Moi, mes enfants, ils ont dormi dès le retour à la maternité dans leur chambre, c'était merveilleux». Et comment te dire que moi, c'est pas du tout comme ça que moi je vois mon postpartum. Donc il faut qu'on s'apprivoise en fait, il faut qu'on trouve, une bonne formule, qu'on essaye en tout cas de trouver une bonne formule, parce qu'il a vraiment cette crainte, en tout cas il l'avait. Chemin faisant, il commence à déconstruire certaines choses, mais il avait vraiment cette crainte justement de d'être personne pour ce bébé-là avant ses 3 ans, alors que pas du tout. Mais justement, qu'est-ce que c'est ce que moi je lui ai expliqué que moi j'aurais besoin de lui déjà. Si j'allaite, j'ai beaucoup besoin, de lui sur d'autres plans et que, c'est pas parce que j'allaite qu'il y a que moi qui peux créer un lien charnel avec cet enfant, pas du tout. Mais et du coup pour toi le portage, bah, du coup ça fait bien le lien avec la question du portage. Ah ben moi, pour moi, le portage, c'est un outil magique. C'est un outil magique, c'est un outil, d'attachement. L'attachement, c'est quelque chose qui est c'est fondateur. C'est fondateur dans tout, tout, tout. Pour le bébé, pour le couple, pour, le père, pour la mère. Ah ça, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un bouleversement. C'est ce qui va nous amener, à, être, ensuite dans le respect de l'enfant, dans la non-violence, dans la fierté et cetera. Enfin, je veux dire, donc l'attachement, il faut l'en prendre soin. Or, actuellement, bah, j'allais dire, on prend soin médicalement de tout un tas de choses. Mais alors l'attachement, on commence à parler du pot à pot c'est il y a quelques années seulement qu'on alors que, voilà, moi j'ai toujours su que, bah, les bébés, par exemple, nés prématurés, donc c'est-à-dire séparés corporellement, de leur mère et de leur père, c'est des bébés qui sont le plus souvent maltraités. Dans les statistiques, c'est ça. Mmh. Alors, je me suis posé la question, comment c'était possible? Alors que ce bébé, on a eu peur qu'il meure, on a tout, enfin, je veux dire, c'est terrible, c'est un parcours vraiment difficile. Et bizarrement, c'est des bébés qui sont plus maltraités. Mais en fait, c'est tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est le contact, la séparation, la non-proximité. Et du coup, avec un papa ou un coparent, en fait, il faut créer ça parce que pour moi, c'est une bulle de protection pour la sécurité de tous après. Ah, Et donc ça va même plus loin que l'histoire d'accompagner l'allaitement, hein, là, du coup, hein, ce que je te dis. Mais, complètement. c'est vraiment important et le portage, c'est tellement intuitif. C'est tellement enfin, je veux dire, il va se passer c'est comme pour l'allaitement. Tu me disais, bah, oui, on parlait de, bah, on n'est pas mère pareille. Bah, non, on n'est pas mère pareille parce qu'on a les hormones. Mais c'est exactement pareil en portage. Moi, j'ai été stupéfaite de voir les papas, on les met en portage. Des papas qui n'ont jamais eu d'enfant. La maman, elle est enceinte. On les met en portage avec un poupon et qui se mettent à caresser le poupon. C'est un truc de fou! C'est un truc de fou! On peut même pas s'imaginer que déjà, ils sont gênés de trouver, de prendre une poupée et tout ça, ils le mettent dans l'écharpe
et ils se mettent à caresser et voilà que les versements arrivent. Et ben voilà, en fait, on a tout, ils ont tout compris. Comme maintenant, on veut avoir, c'est sûr qu'il y a eu pendant, très longtemps, c'était les mamans qui s'occupaient des bébés, les papas, ils s'en occupaient pas. Maintenant, on a une répartition des rôles et c'est pour le bien de l'humanité, ça, et c'est très, très, très bien. Mais du coup, il faut aller jusqu'au bout. Cette répartition des rôles, elle est aussi dans cette proximité physique dont les pères ont besoin pour développer leurs hormones, aussi d'attachement, et qu'ils puissent, j'allais dire, y trouver le même bien-être qu'on trouve quand on allait. Parce que quand on allait, ce qu'on n'a pas dit jusque-là, mais c'est que c'est un kiff total. C'est qu'on n'a pas du tout envie d'arrêter. Même quand on est dans les pires difficultés, on n'a pas envie de lâcher cet allaitement. Hein. La plupart du temps, c'est comme ça. Et à un moment donné, ça se fait assez naturellement. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, on est imprégné de ça et c'est notre, c'est quelque chose qui nous fait vivre, en fait, qui nous alimente. Beaucoup, beaucoup de plaisir, de, de, de substance. Voilà, et donc le papa, il a besoin de trouver ça, de la même façon que nous finalement, Mmh. Bah, et le justement, portage apporte ça. ouais, mais c'est vrai que quand je portais, ça en fait, pour moi, qui n'ai pas du tout été, maternée comme ça, ni paternée, j'ai la chance que ça ait été absolument instinctif dans le sens où je me suis jamais posé la question et je l'ai fait, très naturellement. Alors peut-être que mon scénario est un peu déformé avec le temps, mais en tout cas, je me souviens bien que je portais beaucoup, beaucoup, beaucoup et que c'était tout comme je respire, hein, à un moment donné, c'était presque comme ça. Et de voir des regards, soit oh, mais c'est bien ce que vous faites, ou des regards, mais tu le portes trop. Enfin, et ça me sortait de mon truc en me disant, ah, mais de quel langage on me parle. Enfin, c'était comme deux mondes séparés finalement. Et Ouais. donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis finalement. Et du coup, ça m'interrogeait sur la place du père, qui pendant des siècles n'a pas été du tout maternant. C'était un rôle très différent, très extérieur. Aujourd'hui, comme tu le dis, Oui, on a réintroduit la place du père dans la sphère familiale. Maintenant, ben, c'est vrai que je pense que la crainte de beaucoup de personnes, c'est allaitement égale la maman prend toute cette place-là, mais si moi j'ai un rôle intérieur au foyer, c'est quoi? Et toi, ce que tu dis, c'est que oui, c'est possible, oui, c'est sain. Mais dans ces cas-là, c'est une complémentarité dans cette façon d'être en lien, en contact avec l'enfant, c'est ça? oui, oui, exactement, exactement, et ce que tu dis aussi par rapport à la place des pères avant, attention, hein, c'est dans notre culture, hein, parce qu'il y a des peuplades, qui sont en Amazonie, où le père a toute sa place et a toute sa place de proximité physique et que ça pose pas de questions. Donc, notre culture a été comme ça, Oui, il faut mais ce qu'il y a de sûr, recirconstancier. voilà, et je pense que, il faut rétablir ça parce que, en fait, on se rend compte aussi, on le sait et on le sait d'autant plus maintenant qu'on est très attentif à la violence qui sont faites aux femmes et aux enfants, globalement, se sont faites par les hommes. Faut peut-être se poser la question de pourquoi? Mmh. Et finalement, que si on les met en proximité physique, comme nous, on vit cette proximité physique en tant que maman et donc maman allaitante, en fait, on met une bulle de sécurité autour de cet enfant. C'est-à-dire que nous pouvons plus, quand on a été attaché physiquement à ce bébé, nous ne pouvons plus le maltraiter. Après, on arrive toujours à des moments que nous sommes excédés, ça arrive toujours, mais on ne franchit pas les limites parce qu'on a eu ce contact physique. Et donc, les papas, quand on dit, bah oui, tu vois, tu accompagneras la maman pour faire à manger, faire le ménage, etc. Oui, mais quand même, il y a besoin qu'il ait une autre place auprès de l'enfant. Et le portage offre ça. Mais c'est-à-dire, c'est un cadeau, tout simplement. Voilà. Mmh. Pour moi, c'est pour ça que le portage, il rentre dans la vie des femmes, des hommes,
des couples, du bébé, et cetera, parce qu'il offre tellement d'avantages par rapport à la réduction des pleurs, à la gestion du sommeil, par rapport à l'augmentation de lactation, parce que du moment où on a le bébé sur soi, ben, on a plus de lait. Ah bah oui, voilà. Du moment où on a le bébé sur soi, on est plus attaché donc pour le papa. Enfin, voilà, tout ça. Et on n'a pas parlé des grands-parents qu'on pourrait aussi, adhérer. On dit que souvent les grands-parents maintenant: «Ouais, ils sont trop occupés, ils s'occupent pas des enfants», et cetera. Mettez-les en portage avec les grands-parents et ben, vous verrez, en fait, il se passe autre chose. Ah, Il OK. se passe autre chose. Je relève le défi. Je ne dirai rien, mais je relèverai le Allez. défi. Ouais, très hyper intéressant. Merci, j'ai les larmes aux yeux à t'écouter, vraiment. Pour conclure, Séverine, non, je précise quand même que la question du portage, je l'ai développée dans un autre épisode avec Maëlle, qui est monitrice en portage, qui est exceptionnellement, passionnée par ce qu'elle fait. Je remettrai le lien de l'épisode sous cet épisode-là et je mettrai le lien de Néobule avec les moyens de portage que tu proposes, qui sont physiologiques, hein. C'est important aussi de le préciser. Le portage, c'est une façon d'avoir son bébé contre soi en ayant un peu les mains libres et de pouvoir, con garder cette continuité de sécurité tout en n'étant pas assigné au canapé, hein, si je résume un peu, hein. Mais oui, parce que là et c'est pareil d'avoir les mains libres et d'avoir de la liberté de sortir, d'aller rencontrer des gens, de pas avoir peur de où est-ce que le bébé il va dormir, va pas dormir, machin, et cetera. Et qu'en fait, le portage, c'est de la liberté de beaucoup de choses et du coup, ça va totalement avec, l'allaitement, la parentalité, comme on l'aperçoit en tout cas toutes les 2. Mmh. Ouais, tout à fait. Pour conclure, toi qui as la sagesse, d'une certaine expérience en tant que professionnel, de plusieurs, fronts, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as appris, que tu ne savais pas? Et aujourd'hui, avec la maturité que tu as, qu'est-ce que tu pourrais transmettre, comme message ultime? Et ben, moi, ce que j'ai vraiment appris, je pense, au fil des années et que j'ai découvert même en moi-même finalement, c'est la puissance que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que, pour, braver, heu, tout tout ce parcours qui est naturel, mais qui est devenu antinaturel que qu'est l'allaitement, parce que du coup, on n'allait pas, c'est pas je veux dire, c'est pas finalement tant une continuité que ça maintenant. Pour braver de vouloir, accoucher naturellement, plutôt que sur un lit avec une péridurale, et cetera. Heu, pour faire être un petit peu à contre-courant, il nous faut de la puissance et les femmes sont d'une puissance extraordinaire et que, je trouve que maintenant on remet au centre, et heureusement. Mais moi, en tout cas, je l'ai découvert ça au fil des années de, ce combat enfin, le combat c'est c'est un combat intérieur, en fait et c'est vraiment cette persévérance qu'elles ont pour leur bébé, pour que tout se passe bien, pour, quitte à se mettre en jeu parfois trop et que du coup être à la limite, et c'est où là où on a besoin de nouveau, hop, un petit soutien. Mais les femmes ont une puissance en elles qui est incommensurable. Mmh. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai appris et tu parlais tout à l'heure de côté mammifère. Réellement, nous sommes des mammifères qui protégeons nos bébés Mmh mh. Oui. et que quand on les protège pas, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un lien qui s'est pas fait. Il y a quelque chose qui a été mis en travers, mais voilà, il y a ce côté-là et pour notre bébé, mais en fait, on défonce tout, quoi, hein, Mmh. voilà et pour nos enfants, en général, on défonce tout, Ouais. hein et moi, c'est ce que ça m'a appris, au fur et à mesure de ces années de voir des fois des choses, même des allaitements hyper difficiles, mais hyper douloureux parce que ça peut arriver et mais qu'elles en sortent, elles en sortent grandies, elles en sortent, bizarrement plus puissantes
qu'au départ sans avoir allaité et si elles avaient pas vécu ce moment très difficile. Voilà. Mmh. Merci beaucoup Séverine pour, tous tes mots, tes transmissions, très, très précieuses. Je redirigerai vers tout ce que tu proposes, dans la description de l'épisode. Est-ce que tu as autre chose à ajouter auprès de l'audience aujourd'hui? Non, non, je dirais juste que, il faut vraiment se dire qu'on a tout en nous, que même si c'est endormi, par des générations et des générations qui ont fait différemment, on a tout en nous. Il faut s'écouter. Que moi je crois beaucoup à l'instinct maternel. Pour moi, c'est quelque chose cet instinct, il existe quand on arrête de le saboter, quoi, Mmh hein. mh. C'est-à-dire que spontanément, on sait ce qu'il faut faire. Mais, si on est saboté par tout un tas de choses, médicales, l'injonction et cetera, bah, forcément, on sait plus où on en est. Mais, voilà, de se faire confiance à cette petite voix qui nous dit ce qu'on sent qui est bon pour notre bébé. Et que de se dire aussi, c'est que, bah, quand on sent plus la petite voix parce que du coup on est trop perdu, qu'on est allé un peu loin et que du coup, waouh, eh bien, il y a des personnes qui sont là, qui vont être comme ce que tu fais Edwige, accompagnantes pour retrouver cette petite voix et repartir sur le bon chemin, mais qu'en fait on a voilà, nos réponses, on les a. Mmh. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire en pensant à une personne que j'ai pu voir hier qui est en plein allaitement, début d'allaitement. On n'est pas tant là pour dire quoi faire, on est là pour, heu, enlever un peu les surcouches de perte de confiance parce que j'ai entendu que, parce qu'on dit que, parce que, et toi? Comment quand tu regardes ton bébé, tu as l'impression de quoi? Et là, il se passe des choses, en fait et c'est chouette de pouvoir enlever toutes ces couches-là et de voir ce qui se passe réellement. Et de Ouais. pouvoir aller se réécouter quoi, mais vraiment pas juste écoute-toi et puis, reste avec ça. C'est qu'est-ce qui fait que ça vient polluer et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment tu vis ça? Qu'est-ce qui te semble spontané ou pas? Et c'est ça les questions qu'on pose en séance quoi. Et oui, permettre de reprendre le pouvoir personnel. Mmh mh. Et des fois, on l'a perdu pour X raisons, peu importe, c'est pas grave. De toute façon, on l'a dit, hein, trop d'isolement, trop de fractures aussi sociales et cetera. Donc voilà, tu sers à redonner, des petites perches pour reprendre son pouvoir personnel et ça, c'est tellement important. On se rejoint là-dessus. Donc Ben bravo pour ton bravo aussi pour ton travail et puis bravo aussi de pouvoir, démocratiser, ces connaissances et les voilà, les aborder sous plein d'angles différents et ça permet toujours de, hop, d'aller choper des petites choses qui nous redonnent du courage et pour continuer parce que c'est loin d'être un chemin, facile. pavé d'or. Mmh Si, mh. il est pavé d'or, il est pavé d'or après, mais au départ, il est caillouteux. Exactement. C'est Quel que soit difficile. le chemin, ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Ben, Merci à merci pour, l'écoute, pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout. Moi, je suis sûre que ça vous a apporté, plein de choses, peut-être des questionnements. Donc on peut en discuter et à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et à bientôt Séverine. au revoir.